On est en 1989 à Tokyo. Depuis 3 mois, un film est projeté chaque soir à 21h dans la même salle et attire tous les amoureux du cinéma de genre, tous les cinéphiles en quête d'expériences extrêmes, tous les amateurs de trash et de gore. Ce film, c'est Tetsuo the Iron Man, premier film de Shinya Tsukamoto, qui est aussi producteur, scénariste, monteur et directeur de la photographie du film, un film aujourd'hui considéré comme étant le père du cyberpunk et du body horror japonais. C'est donc un film qui a créé tout un mouvement. L'histoire d'un homme qui se métamorphose peu à peu en monstre de métal dans une ville, dans une espèce d'hyperactivité urbaine qui est filmée avec une angoisse folle par le cinéaste. Durant les années qui suivirent, Tetsuo, c'est un film qui va s'exporter, passant de phénomène de niche à référence du genre national puis mondial. Et quand ton premier film est considéré comme l'une des œuvres les plus influentes de ton genre, initiatrice d'un grand mouvement, t'as deux choix en fait. Soit tu confirmes très vite et t'inscris définitivement ton nom dans la légende du cinéma, soit tu ne parviens pas pour ton deuxième film à convertir ton coup d'essai, et ça s'est quand même vu pas mal de fois, même assez récemment. Quoi qu'il en soit, t'as plutôt intérêt à bien choisir ce qui sera ton deuxième film, et pour Shinya Tsukamoto, ce sera Iruko the Goblin. C'est l'une des plus grosses boîtes de production japonaises qui s'appelle Shochiku qui approche le cinéaste pour une commande. L'adaptation du manga Yokai Hunter, un manga qui est basé sur de nombreuses légendes qui met en scène des fantômes et autres yokai, les yokai étant des créatures surnaturelles du folklore japonais. Je résume très brièvement, mais globalement c'est ça. Une commande pour un deuxième film? Ok, c'est surprenant, mais le cinéaste, il est quand même assez ravi en fait de cette opportunité. Il est hyper content de pouvoir passer à un plus gros budget. Tetsuo, ça a vraiment été tourné très rapidement et sans aucune thune. Et il est hyper content de pouvoir enfin s'essayer à un film de studio, avec une grosse équipe, avec des professionnels. Je veux dire, lui, il était quasiment seul sur le tournage de son premier film. Et ça allait lui permettre d'expérimenter aussi des contraintes de production, d'avoir des gens qui allaient le superviser. La première grosse surprise, c'est que la production lui laisse un feu vert total, parce qu'il a très largement sous-estimé sa réputation, et du coup, très facilement, il obtient l'assurance d'avoir le montage final, de pouvoir écrire son scénario, pouvoir travailler en toute indépendance, malgré le fait qu'il ait quand même un gros budget. Shinya Tsukamoto se retrouve donc pour la première fois à travailler avec des pros sur un scénario qu'il écrit de A à Z. Je vous passe rapidement l'étape du tournage, qui fut difficile malgré ce feu vert de la production qui a une réelle confiance envers son réalisateur. Le truc, c'est que les autres techniciens, donc qui sont des pros installés depuis 20-30 ans dans le cinéma japonais, ne comprennent rien à ce qu'on leur demande de filmer. Ils sont un peu saoulés de se faire diriger par un gamin de 30 ans, puisque à l'époque Tsukamoto a 30 ans. Il y a des altercations, des engueulades, du retard, mais bref, peu importe, le cinéaste parvient à livrer le film qu'il voulait. Mais alors c'est bien gentil tout ça, mais que nous raconte Iruko the Goblin? Eh bien, comme toujours, je précise, à chaque fois que je parle d'un film unique comme ça dans une vidéo, je vais faire très attention à ce que je vais dire et je vais faire très attention aux images et aux plans que je vous montre pour être sûr de ne pas vous spoiler, c'est hyper important. Dans la description narrative, je vais me cantonner aux grandes lignes. Tout commence par un archéologue qui est brillant, mais qui est un peu discrédité par la profession, puisqu'il a tendance à défendre des causes surnaturelles, des théories un petit peu loufoques sur les yokai, sur les monstres, etc. Et cet homme, on l'appelle pour examiner une tombe qui a été retrouvée vers une école, et cette tombe, elle emprisonnerait un yokai, donc une créature surnaturelle, et peu à peu, tous ceux qui ont découvert la tombe, tous ceux qui sont liés à cette découverte, disparaissent un par un. Et il y a un des étudiants qui a des soupçons. Une élève de son lycée serait, selon lui, un de ces esprits maléfiques, une de ces créatures qui traquent les humains et qui cherchent à collectionner leur tête, de préférence séparée de leur corps. Bon, jusque-là, ça sent pas très bon. Notre archéologue et notre ami étudiant vont donc devoir combattre ces cons de yokai, et croyez-moi, même en dehors de tout rebondissement narratif, même si je parle de pure mise en scène, même si je parle de cinéma brut, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le film est certes moins violent moralement, moins éprouvant, moins épuisant et surtout moins sale que Tetsuo. Ce qui surprend le plus, c'est qu'en fait, il s'avère être assez différent du premier film de son auteur, et au niveau du ton,
mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, ici, on est sur un mix un peu étrange entre cette espèce de souffle d'aventure bon enfant, parfois franchement drôle, des Goonies, et ce gore et cette générosité dans l'horreur que tu vas pouvoir balancer à un Evil Dead. Alors même si le film reste très graphique, notamment dans ses mises à mort et dans ses séquences un peu gore qui sont quand même bien nombreuses, Hiruko the Goblin va s'éloigner largement de la phobie urbaine, de la quasi-hystérie de Tetsuo et Iron Man, va vraiment s'éloigner de ce montage frénétique et ultra cuté qui faisait le sel du premier film du cinéaste. Je veux dire, Tetsuo, les amis, c'était quand même ce genre de séquence. Et voilà, avec Hiruko the Goblin, en fait, ça n'a rien à voir. Tsukamoto surprend et s'éloigne du genre cyberpunk qu'il a pourtant créé 2 ans auparavant pour nous livrer un film beaucoup plus aimable, en fait. Un film qui prend la forme d'un gros délire, qui ne se refuse aucune excentricité. C'est vrai que j'imagine sur le tournage, les techniciens vieux de la vieille de 60 balais, on leur demande de filmer ça, ils doivent pas comprendre grand-chose. Mais je veux dire, c'est un film qui va à fond dans toutes ses idées visuelles. C'est un film qui va ponctuer son récit, qui se veut volontairement filmé avec un ton léger, too much. Un récit où les monstres se multiplient, où il y a des têtes décapitées, où il y a des araignées géantes. Mais il va ponctuer son récit de quelques séquences soudaines avec une poésie très troublante, qui note parfaitement avec cette espèce de too much que le film nous envoie en permanence. D'un coup, tu vas avoir une séquence, mais qui va te rester en tête parce qu'elle est forte, parce qu'elle est maligne, parce qu'elle est d'une poésie et d'un onirisme assez incroyable. Et j'insiste là-dessus, le ton du film, il est presque parodique. Il se moque par les personnages de quelques gros clichés du cinéma d'horreur. Il surjoue le gore à l'extrême pour faire rire, comme pourrait le faire un Sam Raimi. On retrouve d'ailleurs la même imagination débordante dans le visuel. Mais Hiruko the Goblin a même d'autres qualités. Je veux dire, notamment dans ses effets spéciaux pratiques, où on va avoir des mélanges d'animatronique et de stop motion très bien foutus d'ailleurs, mais genre vraiment. Mais j'insiste là-dessus, avant de rentrer dans les vrais détails du film, ne vous attendez pas à un film à la Tetsuo, parce que le cinéaste va pirater les attentes que vous auriez pour en prendre le contre-pied. Son premier film, c'était un film qui était riche thématiquement. C'est un de ces films qu'on peut analyser des heures durant, et c'est surtout un de ces films qui ne ressemblait à rien de connu en tout cas. Et Hiruko, son deuxième film, du coup, c'est un film qui s'assume sans aucune profondeur thématique et sans autre objectif que le pur divertissement, mais dans le sens très généreux du terme, je trouve. Alors oui, peut-être peut-on voir dans le design de ce yokai féminin qui est séduisant, attire les lycéens un par un, on peut y voir une pure représentation de la peur de ces étudiants envers les femmes qu'ils considèrent comme des prédatrices. Oui, on peut faire ça, on peut parler du fait que les étudiants semblent presque avoir peur des femmes et donc peur du sexe et peur de tout ce qu'elles symbolisent. Bon, l'analyse, elle est très vite faite, Et à mon sens, c'est pas du tout l'intérêt du film. Non, l'intérêt, et ce que j'aime moi dans Hiruko, c'est cette espèce de virtuosité dans le jeu des différentes atmosphères. C'est la capacité du cinéaste d'adapter sa mise en scène au changement de ton, mise en scène parfois lente, posé, calme, au mouvement lisse et fluide quand il s'agit de faire monter la tension, puis qui se voit parfois être bien plus dynamique et volontairement caricatural, avec des zooms, des cuts, une caméra épaule, quand il s'agit de se moquer des personnages, ou alors de filmer une situation absurde. Ça va arriver d'ailleurs assez souvent dans le film. Et non, vraiment, le film se permet des transitions de ton hyper fréquentes, et je trouve que ça participe beaucoup au fait qu'il soit très très divertissant. Bon, j'ai parlé du design principal du yokai, je dois aussi m'arrêter vite fait sur les effets spéciaux du film, où là par contre, on retrouve bien le petit génie créateur derrière les prothèses et le stop motion de Tetsuo. Ici, le mec a un tout autre budget, donc il peut laisser libre cours à son génie créatif, notamment quand il s'agit de filmer l'ennemi principal du film. Alors évidemment, non, on va pas rechercher le réalisme, ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Le but, c'est plutôt de créer un monstre qui soit cohérent dans l'univers un peu absurde du film. Et clairement, les amis, ce monstre, il est réussi. Le monstre est présent, très présent à l'image, très souvent filmé
assez frontalement, et je trouve qu'il se marie à merveille, même si tout n'est pas parfait évidemment, je veux dire le film a bientôt 30 ans, même si évidemment techniquement en 20 ans, le film a eu le temps de vieillir, mais en fait tout se marie si bien avec cette espèce de décomplexion et dans cette espèce de bordel général qu'est l'univers du film que je trouve que les effets spéciaux n'auraient pas pu être mieux en fait. Je trouve que tout est très juste dans ce design, dans cette direction artistique et dans la manière de filmer les monstres. Tout qui est délicieusement kitsch en fait et je trouve que presque ça renforce l'atmosphère très bon enfant du film et surtout ça renforce un espèce de côté très très jouissif au visionnage. C'était pas facile de mêler comme ça deux ambiances bien distinctes et de réussir à les maîtriser tous deux d'une si belle façon. Parce qu'il sera pas rare non plus d'être effrayé devant Iruko. En tout cas, il sera pas rare d'être sous une espèce de tension vraiment oppressante. Et tu vas voir, quand le cinéaste décide de t'oppresser, il fait pas les choses à moitié. Il va t'arriver d'être émerveillé par la séquence suivante qui va toucher à l'onirisme pur, puis de rire aux éclats devant le too much de la séquence qui suit encore. Et en ce sens, moi je trouve que les films comme Iruko the Goblin, c'est quand même assez rare. C'est quand même un geste artistique total de la part de son auteur, et ça a contre-pied de tout ce qu'il a rendu si célèbre, si connu, à contre-pied de tout ce qu'il avait fait miroiter au public avec son premier film, sans abandonner son goût pour la création d'atmosphères macabres, sans abandonner son envie d'expérimentation visuelle, il va juste nous livrer un film au ton définitivement éloigné de ce que les gens attendaient de lui. Résultat, malheureusement, et bien évidemment c'est pas surprenant, le film a été un gros échec au box-office. 作ったんだ。使わずじまいだったからうまく動いてくれるといいけど。Tsukamoto n'a pas convaincu le grand public, ce qui ne m'étonne pas avec un film si hybride. Pire, il a failli perdre la confiance du public de niche, du public de cinéphiles amateurs de trash, du public d'admirateurs de son mouvement cyberpunk, qui était un petit peu déçu que le mec, dès son deuxième film, prenne un virage radicalement différent. Et il lui a été beaucoup reproché de s'être vendu à un studio. Du coup, pour se relancer immédiatement, parce qu'il faut le faire, Tsukamoto réalisera l'année qui suit la sortie de Iruko the Goblin. Il va réaliser Tetsuo 2, sous-titré Body Hammer, donc la suite de Tetsuo, qui sera un excellent film, c'est pas la question, et qui va lui permettre de renouer avec la critique et avec le public. C'est juste que paradoxalement, retourner si vite à une suite de Tetsuo, ça semble être aujourd'hui un choix artistique moins risqué que cet étrange film qu'est Iruko. Iruko, pour moi, c'est un grand film à réhabiliter absolument. Et ça tombe bien, puisque nos amis éditeurs de Carlotta le rééditent en Blu-ray, je crois qu'il sort d'ici un mois. Je précise que c'est pas du tout sponsorisé, j'ai zéro contact avec eux, j'ai juste vu l'info arriver sur leur Twitter. Mais cette rééditation, ça fait partie d'une réhabilitation qui fait plaisir. Le film est aussi ressorti aux USA il y a 2 ans, vraiment ce film commence enfin à être vu par le public. Et c'est l'occasion pour vous, c'est l'occasion parfaite d'aller jeter un coup d'œil sur cette pépite, le croisement improbable entre Evil Dead et les Goonies.